l'amitié générale Mathieu Kérékou, bientôt de nouveau aux normes internationales et recrudescence des braquages et cambriolages au Bénin, la pègre de retour. Voilà les deux sujets au cœur de ce plateau qui s'installe depuis ce studio. François-Xavier Enlima-Noumon pour le débat. Je suis déjà avec mes trois confrères. À ma droite, j'ai Aubry Yankadja, directeur de publication Le Paraclet. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui suis honoré. À ma gauche, il y a Joël Émeric Alagbé, directeur de publication L'Emblème du jour. Bonjour. Bonjour Ruth, bonjour chers téléspectateurs et chers confrères, merci d'être là. Et le troisième sur ce plateau, c'est Nafiou Ogou-Chola qui nous vient de l'Investisseur. Bonjour. Bonjour chers consoeurs et merci de nous avoir invités. Alors on installe le débat, on va démarrer par Aubry Yankadja. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pourra encore accueillir des matchs internationaux dans les jours à venir. En Conseil des ministres ce mercredi 16 octobre, le gouvernement a donné son feu vert pour le démarrage des premiers travaux de mise aux normes de cette infrastructure sportive. Quelles sont vos impressions? On dirait juste enfin pour avoir fait le parcours Abidjan Porto-Novo la dernière fois pour supporter notre équipe nationale. C'était un parcours de combattants, c'était très fatigant. Et à la fin, vous vous dites, est-ce que, à quand le bout, le bout du tunnel, à quand le bout du tunnel? Quand on vous dit qu'il y a déjà 13 milliards investis, 13 milliards, et c'est justement après ces travaux de 13 milliards qu'on nous dit que le stade est déclassé et qu'il faille faire beaucoup de travaux, ils ont appelé ça de petits défauts, corriger de petits défauts, pour qu'enfin la jeunesse retrouve cette joie de chanter le 11 national. Ce n'est pas trop tard, espérons que les travaux avancent un peu rapidement pour que la FIFA nous donne enfin son OK. Oui, Joël Émeric Alagbé. D'abord, il faut remercier le président de la République, Patrice Atanas Guillaume-Tanon et son gouvernement. Ils ont compris qu'il faut rapidement prendre une décision afin de corriger les défauts évoqués par la FIFA pour que nos guépards puissent jouer les matchs à domicile à Cotonou et ou à Porto-Novo ou partout où on aura des stades qui seraient des stades qui seront aux normes. Il est vrai qu'on a démarré par le stade général Mathieu Kérékou qui doit avoir des corrections d'ici quelques jours. Et je pense que le gouvernement avait déjà pris des mesures pour pouvoir corriger également les défauts qu'on avait énumérés pour le stade Charles de Gaulle, également de Porto-Novo. Il est vrai que le gouvernement, dans sa politique, a commencé déjà par la construction de 22 stades dans les grandes villes du Bénin. Donc, corriger ce que la FIFA demande de corriger n'est pas un problème pour le chef d'État et son gouvernement. Le top qui a été donné le mercredi dernier en Conseil des ministres, je crois qu'il faut que le chef d'État puisse lui-même suivre les travaux pour que ça soit rapide. Parce que aller jouer les matchs à l'extérieur, ce n'est pas du tout facile. Nous, on a envie d'aller suivre. Les Béninois ont envie d'aller suivre les jeunes de Cotonou, Calavi, Parakou, un peu partout, Natitingou, Tchoumi, veulent aller suivre. Pour aller suivre un match, ils vont se déplacer d'ici pour pouvoir aller à Abidjan. Si c'était même le meilleur à côté, ça allait être un peu abordable pour nous. Donc, on veut voir les guépards jouer le match à domicile là, à Cotonou, dans les quelques mois que dureront les travaux. Oui, Nafiou, le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pourra accueillir dans les jours à venir des matchs internationaux. Quels sentiments vous animent? Non, personnellement, d'abord, je ne crois pas que le stade général Mathieu Kérékou puisse être dans les jours, bien dans quelques mois, en tout cas dans cette année déjà, être en mesure d'être à nouveau homologué. Mais ce que je retiens surtout, c'est que le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, comme vous l'avez rappelé, de pouvoir réaliser certains travaux
qui avait été jugé défectueux. C'est pour cela que la CAF nous avait retiré l'homologation, nous avait déclassé. Mais en réalité, ce qu'on lit dans le compte rendu du Conseil des ministres, c'est qu'on veut réhabiliter la pelouse principale, la pelouse secondaire aussi, et quelques 2 ou 3 travaux en plus. Mais est-ce que ce sont juste de ces travaux-là qu'il est question? Parce que qu'on le veuille ou pas, au lendemain de l'officialisation, au lendemain quand nos autorités ont commencé par reconnaître en réalité le déclassement effectif du stade général Mathieu Kérékou, parce que qu'on le veuille ou pas, quand on avait l'information avant, nos autorités ont tardé avant de confirmer cela. Mais aujourd'hui, le Conseil des ministres parle de terrain à refaire et quelques 2 ou 3 travaux, 7. C'est déjà un début et c'est important, c'est intéressant. Mais reste à savoir, est-ce que c'est juste de ces travaux-là qu'on a besoin? Parce qu'il y a de certaines autorités qui ont parlé de la qualité de l'éclairage aussi, qui avait à améliorer. Il fallait encore aménager les cabines de presse et autres. Donc, or, nous ne retrouvons pas ces éléments-là qui ont pourtant été reprochés, qui ont été pourtant à la base du déclassement. Nous ne retrouvons pas ces éléments-là dans le compte rendu du Conseil des ministres. Est-ce à dire que le gouvernement veut commencer déjà par ces travaux de réhabilitation des pelouses d'abord, ou bien est-ce à dire que, comment on appelle, et malgré l'annonce du gouvernement, malgré le fait que le gouvernement n'ait pas donné ces précisions-là, que la société qui sera sélectionnée pourra, comment on appelle, faire tous ces travaux-là aussi. Mais qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas un jeu et ce n'est pas au gouvernement béninois de faire comme bon lui semble. Parce que les normes, elles sont claires, elles sont éditées par la CAF et la FIFA. Et si nous ne nous conformons pas à ces normes-là, quels que soient les travaux que nous allons réaliser, si eux, les experts, ne jugent pas le stade en mesure d'accueillir des matchs internationaux, ce ne sera pas fait. Maintenant aussi, ce que je voudrais relever, c'est que quand on me dit on veut réhabiliter, oui, est-ce qu'on va réhabiliter pour réhabiliter comme la dernière fois? Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est le même gouvernement qui veut réhabiliter. C'est le même gouvernement qui a réhabilité il y a 2021, qui veut réhabiliter aujourd'hui en 2024. Mais aujourd'hui que le gouvernement aussi veut réhabiliter en 2024, et ce sera opportun que le gouvernement fasse d'abord un peu de lumière sur ce qui s'est passé lors de la réhabilitation de 2021 pour qu'on puisse aussi croire en cette nouvelle réhabilitation. Parce que si on a eu à réhabiliter le stade Général Mathieu Kérékou pour près de 13-14 milliards en 2021 et que c'est le même gouvernement qui veut encore réhabiliter le même stade aujourd'hui, il est clair, certain que beaucoup ne pourront pas avoir attaché de foi, ne pourront pas être convaincus de la véracité ou bien de l'authenticité des travaux qui seront effectués sur ce stade général Mathieu Kérékou. Et ce sera opportun que le gouvernement puisse communiquer assez là-dessus pour éviter toute polémique, informer le peuple et rassurer le peuple. Parce que, comme le disaient nos confrères, ce n'est pas facile d'effectuer le trajet Cotonou-Abidjan, c'est plus de 24 heures de route. Pour ceux-là qui doivent prendre par la route et pour ceux-là qui doivent prendre par l'avion, c'est beaucoup de sous aussi et les hôtels et tout. Ce qui fait que nos guépards aujourd'hui, en réalité, n'ont pas encore eu de victoire au Bénin en tant que guépards. Or, nous, on rêve de les soutenir. On a envie de les accompagner toujours. Donc, le gouvernement a intérêt à tout ce que tout soit fait dans les normes. Nous, personnellement, on ne peut pas dire aujourd'hui que comment on appelle, parce que le gouvernement a décidé de lancer, de faire appel à une société, de faire une contractualisation pour réaliser certains travaux, on ne peut pas juste de go affirmer que c'est déjà bon, que dans quelques mois, on aura le droit de jouer dans nos stades. Non, c'est au gouvernement de faire les choses comme il se doit. Ce n'est pas du miracle à faire, c'est des choses qui ont toujours été faites. Vous savez, il n'y a que les techniciens qui peuvent nous éclairer. Et je pense que le ministre du cadre de vie va plus nous donner d'informations par rapport à cela, parce que cela, il va de son domaine. L'autre chose, moi, ce qui me gêne un peu, vous voyez, le gouvernement de la rupture déterminé à nous donner que du beau dans le pays. Les infrastructures, quand vous voyez, c'est des trucs où on va chercher au niveau de la sous-région. Regardez par exemple les 22 stades omnisports qu'on a construits en peu de temps.
je me disais, est-ce qu'on va toujours rénover? Moi, je pensais à ce que le chef de l'État puisse encore innover en disant, oh, vraiment, aujourd'hui, trouvez-moi de domaine, par exemple, à Porto-Novo. On va construire de grands stades. On va dire, bon, on va aller à Misrete à côté, ou à Franco à côté, qui sont tous du Grand Porto-Novo. On va trouver d'espace pour accueillir grands stades. Et je sais que s'il veut le faire, il le fera. Même si son temps n'est plus favorable pour pouvoir finir et inaugurer, je sais qu'il s'il veut innover, il va innover. On voit par exemple Calavi, qui est à côté de Cotonou, qu'on cherche encore de domaines. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de développer le football au Bénin. On est en train de développer le football au Bénin. Si on est en train de développer le football au Bénin, il faut des infrastructures. Je rêve du Bénin, un pays où, quand on montre nos stades, qu'on triche un peu les autres, ou des stades fermés, ou des stades à moitié fermés, je veux ça pour mon pays. Et tel que je connais le chef de l'État, s'il veut le faire, il le fera. Mais par contre, il faut se contenter de ce que nous avons pour pouvoir être rapidement aux normes. C'est pourquoi le gouvernement a lancé cette correction par rapport aux recommandations de la CAF ou bien de la FIFA. Et j'ose croire que tout ce qui a été fait, si le gouvernement a attendu maintenant pour pouvoir lancer, depuis qu'on a été disqualifié, il faut savoir qu'il y a un travail qui a été fait. Et le travail qui a été fait, c'est sûr qu'on a audité pour savoir également ce qui s'est passé. Est-ce que tout ce qui a été prévu, tout a été réalisé avant qu'on nous déclasse? Le chef de l'État ou son gouvernement ne pardonne pas par rapport à ces trucs. Si ça a été prévu, tôt ou tard, vous allez comprendre. Maintenant, il ne faut pas attendre cela pour pouvoir corriger. Il faut corriger parce que nous voulons voir le guépard. Nous voulons voir, quand je dis dans quelques mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans 12 mois, ça peut être dans 13 mois, 14 mois. Mais l'essentiel, c'est que cela soit fait pour qu'on puisse constater un samedi, les gens ont quitté Parakou en masse pour pouvoir venir soutenir les guépards. À Porto-Novo, pour pouvoir soutenir le Kétou. Les gens ont quitté Calavi, Boïkon, et Konatitengu. Et on sent que les gens sont dans l'autre couleur. Quand je dis couleur, c'est souvent le jaune, nous portons. On voit les guépards là-dessus. C'est une fête. Quand on parle de football, quand on a un match là, c'est une fête. Donc, qu'on nous coupe de cette fête du football, ça fait mal. Si c'était que nous voulons aller maintenant au Maroc en 2025 pour pouvoir aller jouer maintenant, là on sait qu'on veut aller jouer nos matchs à l'extérieur. Mais les matchs que nous devons normalement jouer à domicile, on va jouer à Abidjan. Il est vrai que nos Béninois qui sont à Abidjan, il faut les féliciter, c'est l'occasion. Ils se mobilisent toujours pour pouvoir pousser le 11 national. Et je crois que le gouvernement est très reconnaissant envers ses compatriotes qui sont de l'autre côté. Et nous-mêmes ici, nous les encourageons. Parce que nous on ne peut pas nous déplacer, nous tous, pour pouvoir aller là-bas. Je profite de cette occasion pour dire, Dieu fera, ça serait les 2 matchs que nous allons jouer encore à l'extérieur. Et que prochainement, quand on est à la CAN, on va revenir là. Pour d'autres éliminations, qu'on joue là à Cotonou. Et ou à Porto-Novo, qui doivent être aussi lancés d'ici quelques jours ou quelques mois. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se contente seulement de ce stade de Cotonou. On peut le faire et il peut y avoir encore des problèmes. Mais si nous partons avec 2, on est sûr qu'on aura les 2 ou bien on aura au moins un stade. Mais à force... De quel problème parlez-vous? Non, nous, aujourd'hui, on est en train de parler du stade Général Mathieu Kérékou, alors qu'on a 2 stades. Et l'autre aussi, on a demandé de faire des corrections par rapport au Charles de Gaulle de Porto-Novo. Donc, mon souhait, c'est que au moment où la correction est en cours au niveau du stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, que le gouvernement pense également à la correction au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour que les 2 stades là puissent finir au même moment pour ne plus aller jouer à Abidjan ou d'autres pays voisins pour le match qu'on devait normalement jouer à domicile. Oui, Obrien Kadia, tout à l'heure, quand Émeric parlait, il disait que pour une bonne réhabilitation de ce stade, il faut aussi que le gouvernement suive de près le déroulement des travaux.
Effectivement, je suis allé lire le premier communiqué qui a sanctionné la mise en service du stade Mathieu Kérékou. Et j'ai bien lu qu'ils ont mis projet de rénovation. Contrairement à ce que on a aujourd'hui, c'est une réhabilitation. Ça veut dire quand nous avons rénové, ça n'a pas donné. Maintenant, nous voulons colmater les brèches, faire ce qui est possible pour nous faire accepter par la FIFA. La FIFA, elle est claire comme la CAF. Ils ont un certain nombre de choses qu'ils nous ont reprochées. Et lorsque le tout dernier n'est pas validé, nous pouvons être sûrs que nous allons attendre longtemps. Eux, ils ne font pas dans l'à peu près, alors que la liste exhaustive qu'on nous a envoyée comme défaut, on ne peut pas finir aussi rapidement que tout le monde en donne l'impression. Ça prendra du temps parce qu'il y a des choses à changer dans le fond. Les extraits sont unanimes. On peut le faire, mais ce ne serait pas tout de suite. Ça prendra du temps. Mais là, nous sommes dans une réhabilitation. Donc, nous demanderons humblement aux responsables à qui le gouvernement fera désormais confiance qu'ils ne nous servent pas ce spectacle de la dernière fois où, après avoir sorti beaucoup de milliards du contribuable, on nous dit que notre stade n'est plus fréquentable. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous parlons de l'impôt du quotidien. C'est l'impôt que le quotidien difficilement il gagne et difficilement il dépose. On ne saurait en parler sans revenir nous dire nos 13 milliards, voilà comment ça s'est passé. Nous avons déjà puni tel, et désormais pour la rénovation, nous avions changé tous ceux qui ont fait échouer ce projet-là. Puisque c'est à des hommes, ils ont eu des cahiers de charges. Et on est revenu nous dire, ça n'a pas marché. Quand ça ne marche pas, il faut pouvoir dire à ce peuple, voilà les responsables. Tel, Tatampion, lui, il a pris tel dedans. Tel, c'est lui qui a pris. On nous reproche, par exemple, les cabines nous disent que nos chaises, lorsque vous asseyez, ça gratte, ça irrite la peau. Mais c'est quelqu'un qui a livré ces chaises. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de responsabilités à situer si nous voulons bien faire et ne pas finir, comme nous disent encore, réhabilitation, rénovation, je ne sais plus, la prochaine fois, qu'est-ce que nous allons utiliser comme thème? Oui, et Nafio Gouchola. Dans la droite ligne des inquiétudes de mon confrère pour dire peut-être la prochaine fois on nous parlera de reconstruction peut-être. Parce que disons-nous la vérité, si on est un peu sérieux, si vous avez échoué à rénover avec 13 milliards, 14 milliards, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez réussir à réhabiliter sur la durée. Disons-nous la vérité, qu'on soit, ça dit, je ne dis pas, on ne dit pas que les travaux que le gouvernement veut entreprendre maintenant, que ça ne va pas durer. Non. Maintenant, c'est au gouvernement en réalité même maintenant de nous amener à avoir foi en lui. Parce que c'est le même gouvernement qui, avec nos sous, a décidé de rénover en 2021 et aujourd'hui, comment appelle-t-on? C'est le fiasco. Parce que disons-nous la vérité, mon confrère a sorti un détail tout à l'heure, moi personnellement ça m'a fait sourire. Mais les sièges du stade, quand vous vous asseyez là-dessus, ça gratte. C'est pas la blague, c'est pas la joie. Ça grattait déjà bien avant que la FIFA ne puisse déclasser le stade. Maintenant, dans les rapports, et c'est cela aussi que, comment on appelle, pourquoi on ne sort pas le rapport, pour qu'on puisse savoir intrinsèquement qu'est-ce que la CAF reproche au stade général Mathieu Kérékou. Maintenant, aujourd'hui, quand on prend le compte rendu du Conseil des ministres, on ne voit nulle part dedans qu'il y a rénovation, par exemple, des sièges. Mais pourtant, on constate de visu que les sièges aussi ont des problèmes. Ça veut dire quoi? On reste toujours sur notre faim. Et on parle de réhabilitation. On n'est pas contre la réhabilitation. On est pour. Et on l'appelle de tous nos voeux. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que diligence soit faite pour, primo d'abord, que les travaux qui seront effectués soient de qualité et qu'on puisse en jouir sur la durée. Et secondo aussi, qu'ils nous fassent au moins la grâce de nous faire, de partager avec nous le rapport sur la rénovation qui s'est déroulée en 2021, pour qu'on puisse savoir au moins qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que pour nous autres, qu'on le veuille ou pas, journalistes, j'étais à Abidjan quand un de mes confrères me demandait, mais écoute, bon, quel est le problème? Comment cela s'est-il passé? Et on a déclassé votre stade. C'était compliqué un peu parce que tout ce qu'on avait à faire, tout ce qu'on avait comme information, c'est les rares informations que quelques autorités nous sortaient. Alors qu'en réalité, on a besoin d'avoir le rapport sur ce qui s'est passé
Comment cela s'est-il fait qu'avec nos 13 milliards, on ait eu à rénover un stade et que moins de 2 ans après, qu'il y ait déjà eu, comment on appelle, autant de complications. Parce que, dans la vérité, on parle encore de sécurité, on parle de la CAF, on dit qu'il y a encore des choses à revoir au niveau de la sécurité. Il y a encore beaucoup de détails. Mais pourquoi on nous cache tout cela? Disons-nous la vérité, qu'on nous dise, bon, voilà ce que la CAF nous demande de faire. Et que le gouvernement nous dise, OK, nous, on a demandé de contractualiser, faire un contrat avec une société qui va nous faire telle chose. Il faut qu'on puisse nous dire en réalité. Parce que le compte rendu du Conseil des ministres, par exemple, ne nous parle pas de lumière, ne nous parle pas d'éclairage, ne nous parle pas de sécurité, ne nous parle pas de rénovation de cabines de presse. Or, tout ça, là, c'est contenu dans les griefs que la CAF nourrit contre le stade général Mathieu Kérékou. Donc, il faut aussi que le gouvernement puisse nous éclairer, apporter beaucoup de lumière sur cette question-là, qu'on puisse avoir l'esprit tranquille et savoir que les travaux de réhabilitation du stade général Mathieu Kérékou qui seront lancés et prochainement seront peut-être les meilleurs travaux et que ces travaux-là, les citoyens béninois pourront en jouir sur la durée. Voilà. Vraiment, je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir que rien ne sera impuni. Vous me suivez? La société ou l'entreprise qui a fait les travaux, si c'est dans son cahier de charge, il y a tout ce que vous avez cité là, qui devait le faire, il n'a pas fait. Dans le rapport d'audit, ou bien ceux qui ont audité pour savoir réellement là où il y a défaut, là où il y a problème, rien ne serait laissé avec le gouvernement de Patrice Talon. Si les gens sont fautifs, les gens seront punis. Si les gens sont fautifs, les gens seront punis. Mais si nous allons attendre, où on serait en train de dire, il faut nous dire ceux-là qui ont fauté, il faut nous dire ceux-là qu'il faut punir, quelle punition on veut leur donner, nous allons perdre le temps. C'est pourquoi je salue le gouvernement qui a pris rapidement l'initiative pour pouvoir passer à la correction. Ça vous dit que le gouvernement quand même est à l'écoute du peuple. Et aujourd'hui, quand on parle du peuple, la majorité, quand on parle du peuple, là, c'est les jeunes, c'est la jeunesse. Et qu'est-ce qui réunit les jeunes aujourd'hui? C'est le football. Regardez les tournois que Y, on lance dans les quartiers. Ça réunit les gens. Il y a aujourd'hui, même quand on parle, il y a le football, et après le football, c'est la culture. Imaginez par exemple, on dit à Cotonou, à Porto-Novo, Ouida, à Bomé, les festivals, les Gungun sont sortis. Regardez le monde que les Gungun, c'est-à-dire 2 Gungun seulement, qui doivent danser quelque part à la draine. C'est comme ça aussi le football draine. Donc c'est le football d'abord. Et le football, c'est une discipline, il faut voir, c'est un truc où il y a plusieurs disciplines dedans. Et quand on parle du stade, il n'y a pas que le foot, il y a espace handball, espace ceci, et tout ça, qu'il faut l'athlétisme, qu'il faut développer. Donc, c'est aux techniciens d'apprécier et au gouvernement de suivre réellement les travaux pour que désormais, qu'on ne nous dise plus que tel a fauté ou bien nous ne sommes plus. Il faut casser ce stade-là pour pouvoir reprendre. Je crois que des dispositions seront prises pour pouvoir, comment on appelle, aller à une vitesse de croisière. Et ça là, ce n'est pas que les gens vont rester là pour faire des mois à ne pas faire ces corrections-là. Vous avez dit que le gouvernement, dans le compte rendu du Conseil des ministres, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Peut-être que des corrections étaient en cours par les sociétés qui ont pris des marchés là, ou bien les entreprises qui ont pris des marchés là, et savent qu'ils n'ont pas fini, mais ils étaient en train de corriger au fur et à mesure. Donc c'est peut-être ce qui n'a pas été pris en compte au niveau de leur cahier de charge là. C'est ça où le gouvernement a sorti pour pouvoir corriger cela. Parce que quand vous passez même, vous voyez que les gens sont en train de travailler. Ce n'est pas seulement le marché, sur la galerie marchande qui est autour du stade là, qui est en construction là. Quand vous allez là, on sent travailler dans la maison. Et quand on travaille dans la maison, c'est toujours pour le stade. Donc, on ne peut pas tout, le gouvernement ne peut pas tout dire. Le gouvernement ne peut pas tout dire. Ce qu'on n'a pas fini, une fois que c'est déjà débloqué, donc les gens vont finir. Peut-être qu'ils ont un délai, ils étaient toujours peut-être dans le délai, parce qu'on a dit qu'on va renouveler le stade petitement. On ne peut pas empêcher
que cela soit fonctionnel. Donc je crois que c'est un peu ça. C'est ça. Mais, vous avez vu tout à l'heure, j'ai appelé le génie béninois, le rénovateur, Patrice Satanas Guillaume Talon, pour lui dire, tel qu'il aime du beau, qu'il n'a qu'à nous lancer une surprise. À Porto-Novo et environ, c'est la capitale, qu'on le veuille ou non. Il faut savoir, c'est-à-dire, il y a des infrastructures où il faut mettre ça dans la capitale. Et aujourd'hui, quand on dit Porto-Novo n'a pas d'espace, Porto-Novo a trop d'espace. Quand on parle du grand Porto-Novo aujourd'hui, Porto-Novo, il y a Mistrité dans Porto-Novo. Après Mistrité, il y a Agara, il y a Franco, il y a Semeko, il y a Guégué, tout ça là dans Porto-Novo. Donc, on va trouver d'espace pour accueillir un grand stade. Il faut que nos stades, qu'on commence par penser à fermer nos stades. Là, vous mettez des chaises plastiques sous le soleil. Des chaises plastiques. Je viens, des chaises plastiques sous le soleil. Et le soleil sur ça 24 heures sur 24 heures. Les Blancs, les Occidentaux, ce n'est pas pour rien que les stades sont fermés. Le Bénin n'a pas fabriqué les sièges. Les sièges n'ont pas été fabriqués ici, c'est des trucs importés. Donc peut-être, ça a été conféré selon le climat, peut-être de la zone. Je ne le défends pas. Mais c'est pourquoi j'ai dit, pensons à construire de grands stades, mais des trucs fermés. Là, ça va conserver l'infrastructure ou ce qui a été acheté. Vous n'allez pas faire le même constat que là où il y a la tribune officielle, où c'est couvert, par rapport à là où ce n'est pas couvert, c'est au soleil. Donc c'est une différence. Nous-mêmes là, nous devons faire nous-mêmes des analyses, au lieu qu'on soit là à critiquer, mais nous pouvons aussi apporter des solutions. Et la meilleure solution, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul dirigeant. Nous avons voté pour Patrice Talon en 2016. 2021, nous lui avons donné également notre suffrage. Et il est en train de travailler. Donc nous pouvons lui demander ce que nous voulons pour le pays. Ce qu'il est en train de faire, il peut oublier. Et ça, moi, je suis en train de dire, certes, il nous a déjà donné un premier goût en construisant 22 stades omnisports. Maintenant, nous demandons la construction de grands stades. Et qu'il lance, même s'il ne finit pas, celui qui viendra après lui va finir. Mais une fois que c'est déjà lancé, on sait que s'il peut même lancer, il fait comme Ouattara en mettant son nom. Mais c'est dit, nous allons apprécier. Nous allons apprécier. Regardez le stade d'Alassane Ouattara. Quand il a lancé avec le nom en même temps. Et il s'est dit, le stade, ils ont fini le stade. Il est vrai qu'il y a eu de correction quand il y avait eu une pluie là. Mais après, ils ont corrigé. Donc, nous, on veut, par exemple, accueillir au Bénin de grands stades, ou bien un stade qu'on appelle Stade Patrice Talon, dans la capitale. Parce que Cotonou est déjà saturé. À Goume-Calavi, aujourd'hui, on est en train de constater beaucoup de choses également. Et quand on va finir ça, nous irons aussi dans le septentrion après, pour créer des stades, des grands stades à Parakou, etc. Avec ça, nous pouvons maintenant demander, quand on aura 4, si on lance par exemple maintenant 2, on fait les corrections au niveau de stade général Mathieu Kérékou et stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Si on a 4 stades, on peut demander à accueillir une grande compétition. Mais nous devons penser à cela. Mais pour le faire, nous devons avoir l'infrastructure. Sinon, c'est l'obligé de rester associés. Associés peut-être avec le Nigeria pour demander, pour qu'ils nous viennent au secours. Associés avec, Lomé, on ne peut pas nous associer avec le Lomé, parce que regardez aussi, aujourd'hui tout le monde parle du Bénin. Quand vous allez, moi j'ai un frère qui est rentré avant-hier, mais dans la maison de ses parents, dit à la Haie-Vive et autres, je vous jure, il n'a pas retrouvé sa maison. À la Haie-Vive, il n'a pas retrouvé sa maison. Il a cherché fatigué, il n'a pas retrouvé la maison. Alors qu'il était parti avec les clés. On a commencé par, il s'est rappelé de certaines choses, on a commencé par demander. Ce n'était pas facile pour nous de retrouver la maison. Donc, le Bénin change. Le Bénin change. Si nous ne le voyons pas, ça veut dire que nous avons un problème aux yeux. Même ceux qui ont un problème aux yeux là, qui ne voient même pas du tout là. Ceux qui sont à côté d'eux là, sont en train de leur dire, avant là, quand on montait sur Zémiya là, on passait dans les trous, guidio. Mais aujourd'hui, on ne passe plus dans les trous. Ça veut dire qu'ils ont fait une nouvelle voie. Et c'est que quelque chose est en train d'être fait. En dehors de la réhabilitation du stade Mathieu Kérékou, il faut aussi rénover d'autres stades, construire de grands stades au Bénin pour réunir la jeunesse autour du football. Quand vous allez à Abidjan tout près, qui est l'un de nos exemples, justement, il y a au moins 2, 3 à 4 stades aux normes internationales.
comment dans une seule république, nous n'avons qu'un seul stade fonctionnel et nous nous autorisons à jouer justement avec les infrastructures. C'est une question de fierté nationale. On déplace notre équipe nationale pour aller défendre les couleurs du Bénin en territoire étranger. C'est-à-dire qu'il faut traverser le Togo, traverser le Ghana pour aller défendre le Bénin. Les autres, quand même, s'ils sont comme nous, eux n'auront pas de stade à nous prêter. C'est une question de fierté nationale. Nous devons nous lever comme un seul homme pour exiger à ce que le plus rapidement possible, ce stade soit mis son nom et qu'on nous en construise d'autres. Porte-Novo a le droit d'avoir un stade. Pour jouer un match, on n'est pas tenu tous les jours, vu que dans nos infrastructures routières, nous n'avions pas prévu de train. Il n'y a pas de train. Alors que le football fait déplacer du monde. Vous voyez, tout Koto aussi, tout Parakou doit quitter Parakou, Djougou, et tout le monde doit prendre d'assaut la voie. Ce sera une fête, mais il y aura beaucoup de choses que nous allons gérer par la suite. Donc il faut penser à nous créer d'autres stades, à Parakou, à Porte-Novo. Pourquoi pas? Peut-être ce serait le début pour jouir des 22 stades, puisque ce qu'on nous a donné là, ce sont des petits stades d'entraînement. Ce n'est pas des stades qui peuvent encore... C'est court, on ne répond pas aux normes. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait à Djong et Sakete, ça là qui va répondre à une norme. Pour le moment, c'est bon. Quand on a une équipe sœur qui s'entraîne au stade Charles de Gaulle ou au stade Mathieu Kérékou, comme c'est chez nous, nous on peut aller jouer un peu dans Sakete, aller à Ifin jouer dans nos stades là. C'est à quoi ça sert pour le moment? L'urgence, c'est de ne pas faire de fixation sur le stade de Mathieu Kérékou, mais de commencer à faire comme les autres. Si les autres n'en créent pas, mais nous, on ne peut pas aller prêter, non? Le stade Félicia est un stade neuf, flambant neuf, c'est très joli. Ça ne nous coûtera pas grand-chose. On connaît la volonté du chef de l'État quand il veut faire quelque chose. C'est cette volonté que la jeunesse demande aujourd'hui afin de pouvoir les autres jours soutenir notre équipe nationale. Nous avons envie de crier derrière nos équipes nationales. L'équipe nationale soutenue, lorsque une équipe est devant son public, cela change tout. Peut-être si on était avec eux au Rwanda nombreux, on aurait pu gagner ce match-là. Peut-être, hein, puisque nous étions très nombreux derrière en Côte d'Ivoire, malgré la distance. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'aller au Rwanda. Donc là-bas, ils n'ont eu personne pour créer, aller les écureuils. Ça peut être mobile. Allez les guépards. Allez les guépards, ça peut être mobile. Donc, l'un mis dans l'autre, il faut qu'on aille rapidement, il faut qu'on crée d'autres stades et qu'on ne se fixe pas. Il y a trop une fixation derrière le camp. On dit stade au Bénin, là on dit Mathieu Kérékou, comme si c'est écrit dans l'histoire que c'est seulement là, nous allons rester. On doit avancer maintenant. Oui, Nafi Ogouchola, si le Bénin arrivait à avoir de nouveaux stades, à part le stade Mathieu Kérékou, aux normes internationales, quel pourrait être l'impact que cela aura au Bénin? Déjà, un stade, même si ce n'est pas aux normes internationales, déjà un stade, il y a ça de l'impact sur la communauté, l'environnement dans lequel le stade est érigé, parce que ça développe des activités sportives. C'est beaucoup de jeunes qui sont récupérés, qui sont formés, beaucoup de talents et beaucoup de disciplines sportives qui émergent dans la communauté. Alors maintenant, quand le stade est aux normes internationales, d'abord, la première des choses qu'on a, c'est que vous avez l'équipe nationale qui a le choix, le loisir de jouer soit à Cotonou, soit à Porte-Novo, comme c'était le cas avant. L'équipe nationale, les écureuils, les ex-écureuils, les nouveaux équipages jouaient au stade Charles de Gaulle, jouaient des matchs officiels de la CAF au stade Charles de Gaulle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le stade Charles de Gaulle aussi aujourd'hui ne réponde plus aux normes? Là, on va parler forcément d'entretien. Mais c'est comme mon confrère en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas penser à couvrir peut-être les stades et consorts? Bon, je crois que ça, c'est aux experts de le faire. Donc, pour finir de répondre à votre question, chers consoeurs, forcément, un stade
homologué ou pas, forcément ça développe les activités sportives dans la région et ça donne la chance à beaucoup de jeunes d'émerger, à beaucoup de jeunes peut-être qui n'ont pas réussi sur le plan scolaire ou bien sur le plan de l'apprentissage d'un métier, de pouvoir développer leur talent, leur passion pour le sport, que ce soit le football, le basketball, l'athlétisme ou autre discipline. Et qu'on le veuille ou pas, quand on voit aujourd'hui toute la manne financière que draine un sportif qui a réussi, je ne sais pas si vous voyez, forcément là aussi on va parler de développement économique, parce que quand le footballeur qui quitte sa région et va peut-être en Europe, en Occident ou en Amérique développer son art et qui réussit, quand il a les sous, il vient, il investit chez lui. Et qu'on le veuille ou pas, ça participe du développement de la région. Donc, construire un stade dans une localité, c'est un outil, doter la localité d'un outil de développement, qu'on le veuille ou pas. Donc, aujourd'hui, comment appelle-t-on? Au moment où on veut réhabiliter le stade général Mathieu Kérékou, ce serait bien aussi, comme l'a souligné déjà mon confrère un peu plus tôt, de penser à réhabiliter en même temps le stade général Charles de Gaulle. Pourquoi? Parce que on aurait alors le loisir, comme on le faisait il y a quelques années, de jouer un match à Cotonou, le match suivant à Porto-Novo, ce qui fait que aussi, comment appelle-t-on, chaque stade a son ambiance. Et les supporters de chaque stade, c'est-à-dire, bon, par exemple, je vous donne un exemple, quand vous prenez le stade général Mathieu Kérékou, il y a des supporters, par exemple, qui se sentent chez eux au stade général Mathieu Kérékou. Et quand eux, ils viennent là, ils ont une certaine manière d'animer. Ils ont une certaine... Il y a des choses, c'est tout un art, c'est beaucoup de choses qui se passent. La même chose quand vous allez au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo, il y a des supporters porto-noviens, quand il y a un match, eux, ils savent là où et ils s'asseyent. Ils ont leur groupe, ils ont leurs ambiances. Et ça donne aussi des réflexes. Par exemple, aux joueurs, quand ils viennent jouer au stade Mathieu Kérékou, les Guépards, ils savent que par exemple, à tel endroit, ce sont les supporters, tes supporters qui sont là. Ils savent que quand ils regardent, quand ça chauffe, et ils regardent ces supporters-là, à des moments donnés, les supporters les encouragent. Parce que quand vous êtes en difficulté et que vous voyez des gens que vous connaissez, des gens avec qui vous échangez ces supporters-là, parce que, disons la vérité, les supporters, ce sont des gens qui sont assez proches des joueurs quand même, qui se côtoient, qui se connaissent depuis des années, qui discutent. Donc quand les joueurs sont en difficulté d'une certaine manière, ou bien passent sur un côté du terrain qui voit les supporters en train de danser, en train de lui dire vas-y, 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 c'est quelque chose d'inestimable. Ça apporte beaucoup, beaucoup. Donc, le fait de disposer de plusieurs stades homologués dans lesquels on peut jouer à tout moment, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de chances et de pouvoir jouer aussi avec les réalités de chaque rencontre. Et en fonction de, comment on appelle, de l'adversaire qu'on a, on peut se dire, ok, cet adversaire-là, on va l'amener sur le stade de Charles de Gaulle à Porto-Novo parce que là-bas, on a beaucoup plus de conditions qui nous sont favorables pour vite le vaincre par rapport à telle ou telle réalité ou bien à tel ou tel contexte. Donc, c'est en cela que ça devient vraiment avantageux d'avoir beaucoup de stades homologués et donc de pouvoir jouer sur les circonstances et pouvoir, comment on appelle-t-on, maximiser autant que faire se peut les chances de gagner un match. Maintenant, comme le disait mon confrère tout à l'heure, c'est vrai, Cotonou a changé et Cotonou change depuis le changement ou bien depuis beaucoup de concepts. Parce que qu'on le veuille ou pas, chaque jour que Dieu fait, une chance que Dieu nous donne de pouvoir réaliser bien à une nation et d'apporter quelque chose de plus que la veille. Et c'est vrai aussi que la qualité des travaux du gouvernement en place est intrinsèque. Personne ne met en doute la qualité des travaux. Quand vous prenez le ministère du cadre de vie, l'urbanisation, tout ce qui est fait, les routes à Cotonou, franchement, c'est quand on voit même la qualité de ces routes, la beauté, franchement, on est tous émus, on est tous contents et fiers d'être béninois. Maintenant, ça contraste avec comment est-ce que on peut être habitué depuis plusieurs années à comment on appelle, à ce niveau de qualité et pouvoir utiliser 13-14 milliards pour ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même, c'est le même gouvernement, c'est le même gouvernement. Vous étiez en train de parler des supporters, on va mettre l'accent sur ça, jouer l'Amérique à la Guyane. Est-ce qu'on peut dire que les supporters ont vraiment une place importante dans la victoire d'une équipe? Vous savez, ça c'est les supporters même qui jouent. C'est les supporters qui sont les vrais joueurs.
Parce que ce sont eux qui sont là, en train de pousser. Par exemple, quand je prends pas, je donne un exemple, par exemple, quand je veux donner un exemple, je prends souvent la capitale du Bénin. Nous avons une seule capitale, c'est Porto-Novo. Porto-Novo, ce que Porto-Novo a de plus cher, c'est les dragons de Lomé. Ce que Porto-Novo a de plus cher, là, c'est les dragons de Lomé. Et aujourd'hui, tous les jours, vous allez au stade Charles de Gaulle, là, qu'on joue, qu'on ne joue pas, vous verrez les supporters là, les amoureux du football, ils sont là. Même s'ils vont au boulot, ils ont des heures, ils reviennent là. Et ils ont dit, c'est comme c'est une permanence qu'ils le font. Et ils sont là, ils adorent le football. Donc c'est pour dire que vraiment, ce qui est d'une région là, il faut lui donner ça. On peut tout faire, mais ce qui appartient à une région, il faut lui donner ça. Aujourd'hui, quand les gens apprennent nous voulons jouer au stade Général Mathieu Kérékou, vous savez à quelle heure ceux de l'OM quittent? Tôt le matin. Ils envahissent le stade. Ils envahissent, c'est leur passion, c'est le football. Ils envahissent le stade Général Mathieu Kérékou. Quand il y a match à Porto-Novo, mais ceux de Cotonou, quand ils viennent, ne trouvent pas de place. Ceux du 7 ans, quand ils viennent, ne trouvent pas de place. Ils adorent le football. L'autre chose aussi, quand on parle de football, c'est la mafia. C'est la mafia. Bon, ça aurait été peut-être un Anjorin, Moucharaf, un Augustin Hanvebla, ceux-là, les anciens présidents de la Fédération béninoise de football, mais ils connaissent les tuyaux de la mafia. Peut-être qu'on ne serait pas déclassé, même si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le football, c'est la mafia. C'est une dynamique. Et quand on parle de dynamique, il faut être prêt à tout. Il faut aller loin. Mais dans le football, on ne cherche pas à tout faire pour être juste. On ne peut pas être juste dans le football et avancer. Et faire avancer son équipe. Ou faire avancer son pays. Regardez la dernière fois où le président de la Fédération béninoise, il a proposé 65 millions en cas de victoire aux écureuils. Au Guépard. Mais ils voulaient empocher l'argent. Mais ils n'ont pas pu. Quand vous voyez même le stade où c'est rempli que des supporters du Rwanda. Non, comment? Quand on a même marqué le premier but, on a maintenu le cap jusqu'à la 70e minute. Moi, je priais. Mais quand on a eu le premier but en même temps, là, je me suis dit, c'est fini. C'est comme ça. Ils sont là à pousser. Regardez même, quand ils ont marqué là, c'est comme si ils ont marqué 2 buts ensemble. Après qu'on a eu cette pénalty. Bon, en fait, donc, c'est tout à fait normal. Et que les supporters jouent quand même un grand rôle. On ira au deuxième sujet rapidement. Donc, je parlais tantôt de la recrudescence des braquages et cambriolages dans quelques communes du pays. Et Aubry Yankadja, est-ce qu'on peut dire que c'est la pègre qui est de retour? Le problème d'insécurité est un problème délicat à traiter, souvent dans les médias très délicat, vu que lorsque vous situez les responsabilités, ou ce sont nos amis policiers qui pensent que vous ne les félicitez pas suffisamment, ou c'est nos populations qui pensent que, en plus de ne pas bien être protégés, que nous sommes allés acclamer quelqu'un en faute. Sinon, la psychose, elle est là aujourd'hui. Qu'on ait peur ou qu'on ne l'affiche pas, la psychose est là. Tous les jours, il y a une découverte macabre dans telle zone ou telle zone. Et ce qui fait froid au dos, c'est la nouvelle méthode. Les gens sont systématiquement tués pour être dépouillés de leurs biens. C'est-à-dire, on découvre des corps sans tête, des corps cribés de balles. C'est le triste spectacle tous les jours. La mission première de nos hommes en uniforme, c'est de veiller à ce que nous circulions normalement et que nos biens aussi soient en sécurité. Lorsque cette mission est mise en mal, cela sous-entend que le dispositif sécuritaire qui a montré son efficacité à un moment est contourné. Contourné, cela veut dire que de l'intérieur, quelqu'un connaît tout ce qu'on a déployé, tout ce qu'on a mis, ou les voleurs aussi sont allés se perfectionner. Vu que c'est leur métier, ils ne sont pas prêts
a changé. Ils sont allés se perfectionner et de jour en jour, ils défient ouvertement l'autorité policière, volent même en plein jour. Il n'y a pas la journée, même à 9 h, la dernière fois à Doha, c'est hors la loi, sont allés arracher une moto, une 115 en plein jour. Donc, ils savent que les policiers aujourd'hui sont positionnés seulement dans au niveau des carrefours. Lorsque vous évitez un carrefour, vous pouvez passer dans les voies, vous ne les croisez pas. Il faille forcément réfléchir à nous proposer un nouveau dispositif sécuritaire qui nous permet de dormir tranquillement et d'utiliser nos biens comme nous l'entendons. Oui, Joël Émeric Alagbé. Vraiment, à l'approche toujours des fêtes, c'est-à-dire nous assistons toujours à ces événements malheureux. Mais d'abord, il faut féliciter nos forces de l'ordre et de défense parce qu'ils mettent leur vie en danger et ils sont là pour pouvoir assurer la sécurité. Vu leur nombre, malgré que le gouvernement a beaucoup recruté, mais c'est encore insuffisant. Il y a des gens qui sont au boulot 24 heures sur 24, ils font la garde 24 heures sur 24, toute une semaine. Et ils ont qu'une seule journée de repos. Je vous dis, une seule journée de repos. Vous voyez ce qui se passe à Cotonou, à Porto-Novo, dans les grandes villes. Ils ont une seule journée de repos. 24 heures sur 24. Ils sont là. Du lundi au dimanche. Et ils font au moins 6 jours. D'autres font même les 7 jours. On leur donne 2 heures ou 3 heures d'aller à la maison pour pouvoir revenir. Alors ils ont des familles. Donc c'est pourquoi il dit qu'ils seront félicités. Mais l'autre chose, c'est de voir comment changer de stratégie. Parce que, comme l'a dit Aubry, ceux-là, les braqueurs, les coupeurs de route, mais ils ne passent plus par les routes construites par le gouvernement de la rupture. Les routes sont électrifiées. Et quand tu es sur ça, tu vois clair. Même la nuit, là. La nuit, si ta pièce de 100 francs tombe par terre, là, tu peux trouver là où c'est et tu prends. Comme c'est la journée. Donc, ils ont changé de chemin. La plupart de nos policiers sont dans les carrefours, dans les feux tricolores. Ils sont dans les feux tricolores. Vu leur nombre aussi. Je pense qu'il faut, si possible, penser à augmenter le nombre et acheter beaucoup de moyens roulants. Quand je dis moyens roulants, pas nécessairement de véhicules, mais des motos qui sont aux normes où il peut être deux pour pouvoir faire les patrouilles dans les vents, là où ce n'est pas électrifié. Et l'autre côté aussi, les communes. Quand on dit les communes aujourd'hui, c'est les SE qui travaillent. Non, les communes doivent jouer également un grand rôle. Les communes doivent jouer un grand rôle. La lumière publique, c'est le rôle des communes. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Les communes aussi n'ont qu'à penser dans leur budget, dans la mobilisation, à acheter des lampadaires pour pouvoir éclairer les vents, pour pouvoir éclairer un peu partout. L'autre chose, en dehors de l'éclairage, parce que quand quelqu'un ne peut pas vouloir braquer, et braquer là où il y a un truc de l'éclairage. L'autre chose, c'est la population. La population doit aider les forces de l'ordre. Quand vous sentez que dans ce quartier, vous avez constaté certains jeunes qui sont là, mais qui ne vont pas au boulot. Mais ils sont là, ils dépensent. Ils utilisent l'argent. Mais vous ne les voyez jamais aller dans un boulot. Mais il faut les dénoncer pour qu'on puisse enquêter pour savoir ce qu'ils font. Et c'est la nuit, ils sortent. Ils vont faire quoi la nuit? Ils font boulot de nuit? Ou quoi? Donc il faut les dénoncer. Quelque chose a commencé. Je pense qu'il faut aller dans d'autres régions du pays, dans les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, Calavi et tout ça, où les femmes qui restent, comment on les appelle même, des pétasses ou quoi, vous m'excusez beaucoup, mais qui s'alignent et tout ça, mais c'est des... Quand vous le faites, il y a beaucoup qui le font. Aujourd'hui, pour braquer, d'autres ont changé de méthode, ils utilisent les femmes. Ils utilisent
des femmes pour pouvoir le faire. Donc, il faut que la police continue toujours pas à jouer ce rôle-là. Et les nids où il y a des vents, on voit des femmes alignées, qu'il faut les paver, comme on a l'habitude de le dire, mais il faut les ramasser. Il faut interdire cela au Bénin. Je vous dis, il faut interdire cela au Bénin. Il y a des réseaux où les jeunes se retrouvent les soirs, et c'est pour prendre quoi? C'est pour prendre du sorabi, c'est pour prendre les boissons en sachet importées de Nigeria. C'est déjà interdit. Je vous dis, ça continue. Je vous dis, ça continue. Donc, il faudrait, quand on va casser tous ces lits-là, on va casser ces groupes-là, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Oui, Nafiou, tout à l'heure, Joël parlait aussi de l'importance, le rôle des citoyens, le rôle qu'ils doivent jouer aussi pour lutter contre ce problème-là qui persiste toujours. Oui, on l'a toujours dit, aucune police n'a jamais réussi sans la collaboration sincère des populations, mais de la communauté dans laquelle elle est amenée à travailler. Parce que, comme le disait notre confrère tout à l'heure, si on voit, qu'on le veuille ou pas, quand on voit quelqu'un qui ne fait rien bien, qu'on ne le voit rien faire, mais qui a toujours de l'argent, qui dépense toujours beaucoup d'argent, peut-être, on sait forcément que cette personne-là, en tout cas, ne fait pas ce qui est quelque chose de légal, ne fait pas ce que nous faisons tous. Et la police, comme on appelle, ne peut pas passer du jour au lendemain, venir voir que cette personne qui est dans votre maison ne fait rien, il a beaucoup d'argent, mais c'est son voisin qui est dans sa maison, qui peut être le relais pour dire et mettre la puce à l'oreille de la police pour dire, bah, écoutez, j'ai mon voisin par exemple qui fait tel, bon, je ne sais pas ce qu'il fait, est-ce que vous pouvez venir voir? C'est comme quand vous allez un peu plus en Europe, en Occident, bien dans les capitales un peu plus luxuriantes de l'Afrique, où vous allez dans certaines résidences, quand vous pénétrez déjà, vous voyez un habitant qui appelle déjà la police, mais la sécurité, qui vient vous demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en réalité, c'est de ça qu'on a besoin, de la collaboration de la police, de telle manière, des populations, pardon, de telle manière que les populations interpellent la police qui viendra vérifier, et si la police voit que non, la personne, elle mène des activités légales et qu'il n'y a rien, et comment on appelle, d'illégal, la police laisse la personne et continue son chemin. Maintenant, entre la pègre et la police, c'est toujours comme un jeu de chat et de souris, parce que la police exploite toujours les failles de la pègre et la pègre exploite toujours les failles de la police. Mais qu'on le veuille ou pas aussi, comme l'a souligné mon confrère, on est en fin d'année, on est dans le dernier trimestre de l'année 2024 et on sait que généralement, en fin d'année, il y a recrudescence des actes de violence et de banditisme. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est peut-être aussi parce que les gens de la pègre là sont en train de préparer les fêtes de fin d'année. Maintenant, on voit aussi les contextes. Quand on parle manque d'effectifs, malgré les recrutements, c'est vrai, il y a manque d'effectifs et tout. Et il y a aussi le fait que la police aussi est sollicitée sur plusieurs fronts. Quand on parle de terrorisme, ils sont aussi sollicités dans plusieurs régions. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour eux parce qu'ils sont obligés d'éparpiller leurs forces un peu. Donc, tout ce qu'il y a à faire en réalité, c'est inciter nos gouvernants à donner plus de moyens à la police, plus d'effectifs, plus de moyens, parce qu'il y a aussi les moyens technologiques, les moyens numériques, et aussi penser à la santé de ces agents-là. Parce qu'une chose est de les recruter, une chose aussi est de pouvoir les utiliser de telle manière qu'on puisse les utiliser pendant 20 ans, pendant 30 ans. Sinon, s'ils tombent malades, si on y va à l'usure et qu'ils tombent malades ou bien qu'ils deviennent défaillants, c'est nous tous qui allons perdre. Ce qu'il faut... Merci Nafiou, nous sommes rattrapés par le temps. Alors, nous avons débattu de 2 sujets sur ce plateau. En un, stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, bientôt de nouveau aux normes internationales. Et en 2, nous avons débattu sur le sujet relatif à la recrudescence des cas de cambriolage et braquage dans les communes du pays. Alors, j'étais avec 3 confrères sur ce plateau. Aubry Yankadja, qui nous vient du Paraclé, Nafiou Ogouchola, qui nous vient de l'Investisseur, et Joël Émeric Alagbé, directeur de publication de l'Emblème du jour. Ce sera tout pour l'hebdo des éditorialistes, mais dimanche, c'est politique, se poursuit.